Aujourd'hui, Canal DZ s'intéresse à la formation, au journalisme, à la littérature, à plein de choses, à l'écriture. Et pour ça, nous sommes rapprochés de vous, Monsieur Khaled Abdelhadjouja, pour certains très connus, pour d'autres connus sous un autre nom. Mais on va d'abord parler de Monsieur Khaled Abdelhadjouja pour savoir un peu qui est Khaled Abdelhadjouja au juste. Voilà, déjà on va enlever le monsieur. Ça va simplifier les choses. Khaled Abdelhadjouja est un Algérien qui a un cursus des plus normaux, si on peut dire que passer par les bancs de l'école publique. Ensuite, ceux de l'université est un cursus normal, donc universitaire, qui a croisé le journalisme tout à fait par hasard, en descendant des escaliers rue Tanger, ex-rue Tanger, qui tombe nez à nez avec un ancien copain. Et moi, je sortais de l'UNIF à l'époque. Je venais de terminer ma licence. Et je tombe sur ce copain qui me dit il y a un projet de journal au 20 rue de la Liberté. Et à l'époque, en 80, donc, le 20 rue de la Liberté, c'était la seule antre du journalisme d'expression française. Parce que de l'autre côté, il y avait Chab et El Massa. Voilà, donc je me suis embarqué dans une expérience de journalisme dans un journal qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Horizon. On a créé de toutes pièces ce journal sous la férule quand même de gens énormes, que moi je considère comme énormes dans la presse. Je pense notamment à celui qui a littéralement fondé ce journal, c'est Ma'mar Farah. Voilà, qui a fait un pari du temps du parti unique, du temps où il ne faisait pas bon s'exprimer en dehors des lignes. Ce gars-là s'est vu confier un projet de journal pour jeunes. Et il a évité un écueil, ça a été celui de ne pas embaucher de vieilles cylindrées du journalisme. Il a fait appel, on avait une moyenne d'âge, je crois, si je ne m'abuse, de 23 ans au sein de la rédaction. Voilà. Il a joué la carte jeune tous azimuts, et il a comme ça pioché au sortir de l'université, au détour de... Bon, on était encadré par une équipe d'anciens, nécessairement, mais il nous a lancé comme ça dans le bain, et je lui en suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Voilà, grosso modo, vraiment un parcours pas du tout héroïque, ni extraordinaire, ni épique. Je me suis télescopé avec le journalisme, dans l'ex-rue Tanger. Voilà. Il y a eu par la suite la radio également. Ah, la radio, c'est ma passion. La radio, c'est véritablement ma passion. Un soir, il était 22h, 23h, je reçois un coup de fil. Et c'est un sieur, un chenapan qui s'appelle Chedli Boufaroua, qui m'a appelé à l'époque en me disant: est-ce que tu voudrais pas faire autre chose? Je dis: ça dépend, si tu m'invites à déjeuner, ça s'accompagne d'un certain nombre de conditions. Donc voilà, il m'a proposé d'intégrer. Ça correspondait, si je ne m'abuse, à la première tempête du désert. Voilà. Mais bien avant, je collaborais à la radio, mais de manière au titre de pigiste. Je faisais des chroniques sportives, parce que ma passion, ça a d'abord été... J'ai d'abord appris le journalisme dans la rubrique sportive. Voilà. Mais de manière permanente, j'ai intégré la maison radio avec la première guerre du Golfe. Voilà. Donc j'ai intégré directement de plein pied un métier tout à fait nouveau que je ne connaissais pas, parce que vraiment la radio, moi je me dis tiens, je vais continuer à écrire comme je le fais au journal, mais ça n'avait absolument rien à voir, c'est un tout autre métier. Mais justement, comment ça s'est passé écrire dans un journal, commenter ou faire des pages, des rubriques dans une radio, comment est-ce que ça se passait le fait d'écrire un papier à tête reposée, le fait de donner une information sur le vif, comme ça, en direct à la radio? Ça s'est fait dans l'urgence. Ça s'est fait dans l'urgence parce qu'en fait, il y a eu cette guerre du Golfe où il fallait absolument qu'il y ait d'autres médias à côté de CNN. Bon, l'Algérie avait cette ambition. Légitime ou pas, on a réussi, on n'a pas réussi, c'est un débat qui peut avoir lieu après. Mais sur le coup, je suppose que les responsables algériens se sont dit qu'il faut absolument opposer une autre voie sur le traitement de cette guerre du Golfe que le traitement à l'occidental. Donc il fallait absolument renforcer l'effectif info de la chaîne 3 et des 3 chaînes publiques. Donc tu apprends ton métier, j'allais dire, je m'excuse, tu arrives, on te met, alors c'est simple, c'est le principe de la feuille et demie en radio. Après, ça a été difficile au début. Ensuite, je l'ai appris. On te donne une feuille, on te donne ensuite une feuille qu'on coupe en deux et tu es obligé de rédiger ton papier sur la feuille et demie. Tu l'apprends dans l'urgence. Tu te casses la gueule les premiers temps. Moi, je me souviens que mon premier passage à l'antenne, on a plus dû entendre le tremblement de mes mains sur la feuille
que le... Donc, c'était assez saisissant et je tremblais de la tête aux pieds. Mais ensuite, il y a cette ivresse, il y a une véritable ivresse qui se dégage d'un studio. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je le vis comme une véritable frustration de ne plus être à la radio. Il y a une odeur, il y a un vécu, il y a un sensitif de la radio que je trouve dans aucune rédaction papier. Bon. Mais les aléas de la vie, et je reste pudique, ont fait qu'on m'a demandé fort fermement d'aller voir ailleurs. Voilà, bon. Ça vous manque? Ah, mais corporellement, mentalement, psychologiquement, je sais pas, c'est en fait la grosse différence entre l'écrit, le journalisme de journal et celui de la presse parlée ou de la presse, je sais pas, filmée, je sais pas, j'en ai fait un peu, j'ai fait 2 ans de télévision, mais en presse radio, c'est exactement la même différence qu'il y a entre le théâtre et le cinéma. Théâtre, vous êtes en représentation tous les soirs. Si vous vous cassez la gueule, il n'y a personne pour vous rattraper. Vous vous cassez la gueule, ben voilà, il faut gérer ça avec le public. Cinéma, il y a allez, on se la refait. Allez, nouvelle prise, nouvelle prise. Cinéma, c'est la presse écrite. Ben, si le papier est pas bon, il y a le red chef qui récupère, il y a la correction, les bonnes personnes, les gentilles personnes du service correction qui récupèrent. En radio, il n'y a rien qui récupère. Tu te casses ta gueule, tu te la casses, quoi. Bon, le blanc, il est là, si tu te le fais. Bon, mais c'est en même temps un frisson terrible. Moi, c'est jouissif. La radio, c'est littéralement jouissif. Si on vous demande de rempiler, là, on me le demandera jamais, donc ça me rassure. Vu le climat, ouais, possible, sans réfléchir. Mais pas dans le climat actuel, il n'en est pas question. Moi, un jour, écoutez, je vais vous décrire la situation mais très rapidement. Moi, j'ai bossé pendant, donc disons, 20 ans en tout. Un matin, en plus, j'avais cette spécificité que j'ai toujours travaillé à la brigade du matin. Voilà, j'arrivais donc à 5 heures à la radio. J'avais donc les collègues, les consoeurs et les confrères qui étaient avec moi. Et on quitte. Oui, oui, je m'en souviens très bien. Et on terminait à 9h. On terminait à 9h, mais c'était une tranche de live, une tranche de direct intensif. On faisait 6h, 6h30, 6h, 7h, 7h30, 8h, 8h30 et 9h. C'était sans arrêt. On en sortait essoré. Mais on en sortait vachement heureux d'avoir fait une tranche horaire. En plus, on l'a fait souvent dans des conditions, il y avait le couvre-feu à un moment donné, on dormait à la radio pour pouvoir commencer à 6 heures parce qu'on pouvait pas prendre la voiture, il y avait le couvre-feu. Et puis donc, au bout de tout ça, bon, j'en tire pas un titre de gloire, je l'ai fait parce que j'avais aussi envie de le faire, c'était ma passion. Un matin à 5 heures en arrivant pour prendre ma vacation, je trouve une enveloppe, une grande enveloppe jaune, et avec écrit dessus Entreprise nationale de radio diffusion algérienne. Et à l'intérieur, ma lettre de licenciement. Voilà. Une explication? Ah si, il y a quand même des explications. Au préalable, on m'a demandé d'arrêter de faire mes chroniques, parce que je faisais comme pigiste, en tant que pigiste des chroniques, qu'on jugeait, alors c'était l'expression exacte, c'était attentatoire aux plus hautes autorités du pays, diffamatoire et visant à déstabiliser. Bon, on m'a chargé de tâches qui me semblaient un peu trop grosses comme costume pour moi. Apparemment, j'étais devenu un danger. Donc, on m'a tout simplement mis un deal entre les mains. Si tu veux continuer à faire de la radio, tu arrêtes tes chroniques. J'ai dit que je voulais continuer à faire mes chroniques. Ça m'a coûté terriblement parce que je me suis séparé d'un segment de mon corps, la radio. Mais bon, on survit. On survit après. On n'en meurt pas. Voilà. Si ça peut rassurer les gens, on ne meurt pas d'avoir quitté la radio. On le vit mal, mais on n'en meurt pas. Alors, justement, tout à l'heure, vous me disiez que vous avez eu quand même un cursus scolaire qui n'avait rien à voir avec le journalisme, qui n'avait rien à voir avec ce qui vous a attiré, c'est-à-dire la radio, pratiquement la presse écrite, magistère en linguistique, en littérature, je pense. Ah oui, français, tiens. Non, oui, si, qui vous l'a dit? J'ai mes sources, Gaullier. Voilà, j'ai mes sources, exactement. Ouais. Donc, pour vous, alors, votre avis, que forme l'école, puisque vous êtes un pur produit algérien en plus? Pas tout à fait un pur produit algérien. J'ai eu une grosse partie. Moi, en fait, j'ai fait le choix, étant enfant d'immigrés, j'ai fait le choix, fin des années 70, de rentrer. Moi, je voulais absolument rentrer. J'avais l'impression qu'il fallait que je participe de quelque chose, que si je ne rentrais pas, j'allais rater un épisode. Je ne regrette pas ce choix. Même s'il y a des moments très difficiles, je ne regrette pas. Donc j'ai quand même fait une partie mais vraiment de ma basse scolarité dans des écoles françaises. Mais ensuite, j'ai intégré tout de suite l'école publique. Et quelle école publique? Dans l'un des plus beaux quartiers populaires d'Alger. Moi, j'étais à Bab el Oued.
J'ai passé 7 ans à Arba, au lycée Arba. Bon, tranquille. J'ai fait Arba, on a croisé de grands sportifs, parce qu'à l'époque, il y avait Arba, l'équipe de handball, il y avait l'équipe de l'émir, football. Bon, j'ai fait un magnifique lycée. Ensuite, j'ai intégré la fac d'Alger. Mais c'est vrai que ça n'avait aucun rapport avec le journalisme. Donc aujourd'hui, l'école, à votre avis, que forme l'école algérienne? Vous, votre appréciation, est-ce que vous pensez que cette formation est bénéfique, même si vous n'avez pas fait l'école du journalisme, alors que vous êtes un des chroniqueurs, je veux dire, les plus en Algérie? De quelle école vous parlez? L'école de journalisme ou l'école... Non, Ah, l'école de manière générale. L'école de manière générale. Bon, je vais pas la jouer nostalgique du style, vous savez, alors complètement, l'école avant mon enfance était beaucoup mieux. Non, c'était une autre époque. Moi, je sais que j'ai fait d'abord une école bilingue, totalement bilingue. J'ai fait des maths en français, donc c'est peut-être pas déjà le même topo. Mon fils aujourd'hui est à l'école, mais ça ne veut pas dire non plus que l'école où va mon fils, qui est une école publique aussi. Là aussi, le continuum. Lui va à une école publique dans ma petite ville, là où je réside, et il ne s'en porte pas plus mal. C'est deux époques différentes, deux époques différentes. Je crois que la grande chance que nous avons, c'est qu'il y ait eu des substrats, des restes de l'ancienne école qui continuent à militer au sein du milieu enseignant, qui a déjà en partie réussi à passer un flambeau. Bon, mais c'est sûr que c'est pas tout à fait, c'est pas le scénario parfait, l'école algérienne. Mais en même temps, pourquoi voudriez-vous que l'école algérienne échappe au marasme ambiant et j'allais dire quasi généralisé? C'est un pan, l'école est un pan, et elle tient aussi parce qu'il y a des militantes et des militants. Les enseignants, pour moi, c'est réellement de véritables militants et militantes. Parce que pour le salaire de misère, pour les conditions de misère, où je vous cite une anecdote rapidement, ma fille est à l'école primaire, il a fallu qu'on fasse une cotisation pour réparer le chauffage de l'école, parce qu'il était en panne. Il a fallu qu'on fasse des démarches auprès de l'APC pour ramener des chaises, parce qu'il se trouvait qu'il y avait 3 élèves dans sa classe qui étaient condamnés à rester debout. Il n'y avait plus de chaises. Bon, d'accord, ça c'est un aspect qui fait frissonner. Mais en même temps, je suis désolé, moi le message républicain dans l'école où j'emmène mes enfants continue, même si c'est à dose homéopathique, continue à être insufflé aux enfants. Bon, bah, tant que ça peut se faire, tout n'est pas perdu. Voilà. Il faudrait quoi pour que ça soit, on va dire, vraiment très proche de ce que vous avez vécu et ce qui vous a permis d'arriver aujourd'hui où vous en êtes? Ah, il faut une révolution. Mais je vais vous dire, il faut littéralement une révolution. Pourquoi? Parce qu'il ne faudra pas avoir peur de choquer. Disons-le ouvertement. L'école a été victime, comme le reste de la société, d'une montée en force de l'intégrisme. Je suis désolé, moi les mots sont crus dans ma bouche. Et face à cela, face à cette gangrène qui a atteint aussi l'école, comme elle a atteint les hôpitaux, comme elle a atteint la fonction publique, et bien pour l'enlever, ça ne sera pas avec des mots doux. Ce ne sera pas avec des pratiques gentilles, avec des salam alek. Ça ne pourra se faire qu'avec une véritable révolution. C'est-à-dire que le jour où j'entendrai ou verrai un ministre de l'Éducation, et Dieu sait que ce sera difficile à faire, c'est pour ça que je dis qu'il faut une révolution, venir et interdire à un enseignant ou une enseignante de venir en camis avec une barbe et des claquettes, parce que c'est aussi ça le vecteur de l'enseignement, c'est aussi le professeur, c'est aussi l'enseignant. Rétablir les normes universelles d'enseignement, bon, voilà, sa révolution sera en marche. Pour l'instant, elle n'est pas encore. Reda, une franchise, un franc-parler qui vous a valu beaucoup de remords, beaucoup de condamnations, on va dire.